Libre Santé. Une émission de Lionel Chalex avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. CLC Média, votre web radio. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bonsoir au docteur Jacques-Michel Lacroix. Bonsoir Lionel et bonsoir tout le monde. Bonsoir à Jean-Yves qui est à la réalisation technique. Bonsoir à Gérard qui est à la réalisation vidéo. Vous savez que ces émissions, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube. Il suffit de mettre CLC Web Radio et vous avez toutes nos émissions enregistrées depuis plus de 2 ans, puisque nous existons depuis plus de 2 ans. Eh oui, Gérard me fait signe, oui, c'est vrai que tu as beaucoup plus de cheveux blancs qu'au départ. Enfin, nous tous aussi. Mais bon, alors, nous allons parler, pour changer, du pass sanitaire. Tiens. Oui, on va pas en parler. Tiens, le revoilà. On va en dire deux mots simplement. Pass sanitaire qui doit être transformé en pass, en certificat de vaccination. Donc, j'en profite pour dire à ceux qui ont reçu un message de la caisse d'assurance maladie de l'ouvrir parce que c'est un message qui demande d'aller sur le site Amélie pour faire, pour ceux qui sont vaccinés, pour faire transformer le pass sanitaire en certificat de vaccination, qui va être obligatoire dans quelques temps, si les autorités continuent dans le sens où elles vont, et je pense que jusqu'aux élections, elles continueront de toute façon comme ça. Donc, à moins que, avant que... oui. Mais bon, voyons. Voilà, la pêche aux voix, Mais oui, on le sait. Voilà. Tout sera terminé après les élections. Voilà. Ça se dit beaucoup, en tout cas. Donc, ce pass sanitaire, je voulais en parler 2 minutes parce que il y a quand même des annonces qui ont été faites à propos de ça et qui me font un peu douter. Le pass sanitaire aurait fait épargner 4000 vies. Bon. Tant mieux. Parfait, tant mieux. Si c'est vrai. Mais comment calculer qu'il a épargné 4000 vies ? C'est un calcul qui est très approximatif, qui ne se base pas sur des entrées et sorties de réanimation. Ce sont des projections mathématiques. Donc, on a estimé que l'instauration du pass sanitaire avait augmenté les vaccinations, ce qui est vrai, puisque les gens se sont dit il faut que j'aille me faire vacciner si je veux avoir un pass. Et certains. Pas tous. Voilà, le taux de vaccination dans la population est passé à 78% fin 2021, alors qu'avant l'instauration du pass, il était à 65%. Donc, il y a une augmentation indéniable du nombre de vaccinations. Et de là, on en a conclu que ça faisait économiser 4000 vies. Alors, c'est une approximation un peu rapide parce que c'est basé sur le fait de dire s'il y a tant de vaccinés, ça fait économiser 4000 vies. Ça n'a jamais été prouvé. Ce sont des approximations et des mathématiques faites sur des schémas de... Comment dit-on ? Prédiction. Ou presque l'on dit. Voilà, de prédiction mathématique, et que donc... on ne peut pas savoir combien ça a économisé de vie. Surtout que l'épidémie qui est actuellement due au virus Omicron est une petite épidémie, je veux dire une épidémie bénigne. Il n'y a aucun cas sous Omicron en réanimation, il y en a pas, les hospitalisations n'ont pas beaucoup augmenté, et bien évident que les gens qui ont des comorbidités importantes, s'ils attrapent Omicron, ils vont être embêtés, tout comme s'ils attrapaient la grippe, et ça peut se compliquer, devenir dramatique. Mais l'épidémie qu'il y a actuellement... Comme pour la grippe. Comme pour la grippe, exactement. Il faut rappeler, la grippe, c'est à peu près 15 000 morts par an en France, quand même. Bon. Donc, cette estimation de dire que le pass a fait gagner 4000 vies de sauver grâce au pass, c'est une affirmation sans justification, si ce n'est des prédictions mathématiques. Par contre, de dire que ça a fait augmenter les dépistages, cette épidémie,
Et là, on a des chiffres qui sont vrais, puisque le coût attendu des dépistages du Covid en janvier, sous l'effet de la vague Omicron, est quand même de 1,5 milliard d'euros en janvier. Quand même. Oui. 1,5 milliard d'euros. Voilà, rien que pour les voyons. dépistages. Alors, les gens se font dépister dès qu'ils sont enrhumés. Ce qui la plupart du temps ne sert à rien. Les choses ont changé depuis quand même maintenant. Hein, le dépistage écoute, n'est pas gratuit. Alors, je sais pas comment c'est, s'il faut un certificat, si c'est payé, si c'est remboursé avec ordonnance, sans ordonnance, je ne sais pas. Enfin, j'étais à la pharmacie tout à l'heure chercher les médicaments. Le temps que j'y étais, il y a 2 personnes qui sont venues pour se faire dépister. Et qui mais là, c'est payant normalement. Je ne sais pas. J'ai pas. Bon. Pour moi, il me semble que c'est 25 €. C'est possible. La consultation, comme oui, c'est possible. Mais c'est des gens qui apparemment n'étaient pas malades. J'ai un de mes amis qui a eu un dépistage parce qu'il devait avoir un examen médical, et on l'a trouvé positif. Alors tout de suite, il s'est inquiété, il s'affole, etc. Mais il n'est pas malade. Alors qu'est-ce qu'il en a à foutre d'être positif? Je veux dire, il est porteur du virus. Bon. Il est malade? Non. Bon. Voilà. Enfin bon, la folie n'est pas encore... Mais moi j'en connais qui ont dramatisé, mais c'est incroyable, hein, incroyable. Ouais. Pour peu de choses. Je veux bien qu'on prenne des précautions, c'est normal. Bien sûr. Mais de là à dramatiser comme... Et quand on voit que les enfants dans la cour des écoles sont encore avec le masque, bon, les seuls qui s'opposent à ce qu'on leur sorte, ce sont les enseignants. Bon, ben qu'ils en mettent un, et puis c'est tout, basta. Bon, enfin voilà, on va plus parler maintenant de... Mais soi-disant que... Non, je ne veux pas relancer la machine, mais soi-disant que depuis qu'il y a eu ces vaccins, il y a eu davantage de contagion. C'est ce que disent certains. C'est sans doute pas faux. Ce n'est pas non plus prouvé pour l'instant, parce qu'on arrive... C'est très difficile d'avoir des chiffres et d'avoir qui puissent étayer des opinions qui vont à l'encontre de l'opinion générale. Mais en Israël, où ils ont énormément vacciné, ils ont des surprises. Ils ont des surprises, parce qu'ils s'attendaient à ce qu'il n'y ait quasiment plus rien, et puis c'est pas le cas. Donc, on ne pourra, je crois, faire le bilan de ce type d'épidémie et de l'intérêt de la vaccination telle qu'elle était. Je ne veux pas parler d'intérêt de la vaccination en général, je parle de cette vaccination-là, que dans au moins 3 ou 4 ans ou 5 ans, quand on pourra recouper les différentes études qu'il y a eu, les différentes analyses, pour essayer d'en tirer des chiffres qui soient objectifs. Bon, enfin, en tout cas, moi, je crois en peu de choses, comme depuis quelque temps, nous vivons dans le mensonge. C'est vrai. Ah oui, ça c'est indéniable. Pour plein de choses. Le mensonge, c'est le sport national aujourd'hui. Donc, bon, allez-y, parlez, et après, on n'en pense pas moins. Oui. C'est tout pour le Covid. Oui, on va arrêter avec le Covid. On va arrêter. Donc, maintenant, nous allons parler de quelque chose de très sérieux, surtout quand on commence à aborder un certain âge, le cholestérol. Oui, alors le cholestérol qui lui aussi a fait l'objet de mensonges et de... Eh bien, vous voyez, on l'avait pas prévu. Non. J'ai fait quand même une transition. Oui, c'est vrai, mais... Oui, qu'on parle de temps en temps de la transmission de pensée. Voilà. Souvenez-vous, il y a 15 ans ou 20 ans, le cholestérol était l'ennemi. Oui. On allait tous mourir parce qu'on avait du cholestérol. Et tous les produits, il y a eu un rush marketing là derrière. On faisait plein de produits sans cholestérol, patati et patata. Maintenant, c'est sans gluten. Enfin, il y a des modes comme ça. Et on va faire un peu le point donc sur le cholestérol pour savoir d'abord à quoi il sert. Parce qu'il faut avoir du cholestérol. Il ne faut pas trop en avoir, mais il faut en avoir. Parce que le cholestérol... Il arrive comment, surtout, aussi? Il arrive... Il y a deux manières d'avoir deux facteurs Deux facteurs, oui, pour avoir du cholestérol. Ouais. Par l'alimentation, et puis par le foie qui fabrique aussi du cholestérol. D'accord. Mais heureusement, parce que le cholestérol, c'est un des constituants des membranes cellulaires.
Donc, il est utile. Il sert aussi dans la fabrication de certaines vitamines, comme la vitamine D, ce qui est indispensable à notre squelette. Il permet de synthétiser la bile grâce à laquelle se fait la digestion. Sans ça, s'il n'y avait pas de cholestérol, il ne pourrait pas y avoir de bile. Et puis aussi... je ne dis pas que la liste est longue, mais... Ah oui, mais le cholestérol, c'est un constituant essentiel de notre organisme. Il sert aussi à fabriquer la plupart des hormones sexuelles, qui sont à base... N'ayez pas peur d'avoir au moins 5 grammes de cholestérol. Oui, c'est peut-être pas pour autant que ça sera... mais donc, ce cholestérol, ça c'était les avantages et ses nécessités. Il a aussi des inconvénients. Et alors on est très mal loti vis-à-vis du cholestérol. Pour certains, ils sont très sensibles au cholestérol et ils vont avoir beaucoup d'inconvénients, et d'autres, quasiment pas. Donc, on ne peut pas savoir si on va être réceptif aux effets nocifs du cholestérol ou pas. Alors, quels sont ces effets nocifs ? Le principal effet nocif, c'est que le cholestérol a tendance à se déposer dans les artères. Sur les parois. Voilà, sur la paroi, et à les boucher. Mais il faut savoir qu'il ne se dépose que lorsque la paroi de l'artère est un peu enflammée ou un peu agressée, et que là, donc, il vient aggraver cette lésion de la paroi des artères. Alors, on a pensé, et on a fait croire aux gens, que si on diminuait leur taux de cholestérol de manière drastique, ils ne boucheraient plus leurs artères. C'est totalement faux. Il y a des gens qui ont tendance à boucher leurs artères et pas d'autres. Bon. Alors, ceux qui ont tendance à boucher leurs artères, il est certain qu'il vaut mieux leur faire baisser le taux de cholestérol pour qu'il n'ait pas un facteur de risque en plus. Et il y a du médicament en quincaillerie, du desktop. Oui, c'est un peu ça. On n'en voit qu'une fois, du reste. Voilà. Alors, il y a des médicaments qui font baisser le cholestérol. Et là, ça a été un marché énorme pour l'industrie pharmaceutique, à peu près équivalent, si ce n'est plus, au marché des vaccins pour le Covid. Il y a plusieurs types de médicaments. Il y en a qui diminuent l'absorption intestinale du cholestérol alimentaire. Ceux-là sont très peu utilisés. Il y en a d'autres, comme les fibrates, qui vont le capter et favoriser son élimination. Ils sont un peu utilisés. Et puis, la plupart, ce sont les statines qui sont utilisées, qui sont des produits qui inhibent la synthèse du cholestérol par le foie, mais qui ont des effets secondaires. Et encore transmission de pensée, j'allais vous poser la question. Alors, les effets secondaires. Alors, les principaux effets secondaires des statines, ce sont les crampes musculaires. Donc, il y a des gens qui supportent bien les statines et d'autres qui ne les supportent pas. Dès qu'ils en prennent, ils ont des crampes musculaires. Alors, les crampes musculaires qui vont jusqu'à la destruction de certaines fibres musculaires. Je veux dire, c'est pas anodin. Donc, jusqu'à il y a 10 ans à peu près, tous les gens qui avaient un taux de cholestérol un peu élevé, je dis bien un peu parce que... Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une petite indication quand vous dites un peu élevé ? Oui, alors, il y a 30 ans, 2,80 g de cholestérol, c'était normal. Il y a 20 ans, on était à 2,50 g, et maintenant, on serait plutôt à 2 grammes, entre 2 grammes et 2,2 g de cholestérol total. Total parce que dans le cholestérol, il y a deux fractions. Il y en a une qu'on appelle LDL et l'autre qu'on appelle HDL, c'est-à-dire une fraction lourde et une fraction légère. Et selon la fraction qui est augmentée, c'est plus ou moins dangereux. D'accord. Voilà. Il y a le bon et le mauvais cholestérol, si on veut, voilà. C'est ce qu'on dit ? Voilà, oui, c'est ce qu'on dit communément, c'est ça. En sachant qu'il n'est pas mauvais, mais il ne faut pas trop avoir de la fraction qui se dépose dans les vaisseaux. Oui. Et donc, alors, on s'est aperçu,
on a eu tendance à le faire baisser énormément, même chez les gens qui n'avaient pas de facteur de risque. Et maintenant, on a quand même une autre attitude qui est de dire, si vous n'avez pas de facteur de risque, le taux de cholestérol admissible est beaucoup plus élevé que la norme, enfin beaucoup plus élevé. Disons que jusqu'à 2 grammes, 42 grammes 50, on ne traite pas. Si vous avez un facteur de risque, on peut traiter. Si vous avez 3 facteurs de risque ou si vous avez déjà fait un accident vasculaire, à ce moment-là, on traite. Et on traite parce qu'on se dit que si on ne traite pas, on fait peut-être prendre un risque de plus. Mais on n'a pas pu faire la relation étroite entre la prise de statine pour faire baisser le cholestérol et la diminution du risque vasculaire. Donc, on en est quand même assez revenu, heureusement, parce que sinon, il suffisait de dire pas plus de 2 grammes de cholestérol, sinon vous allez faire des infarctus du myocarde, des AVC, et toute la population française était sous ça s'est dit, ça, un petit peu, quand même. Oui, ça s'est dit, voilà. J'ai entendu, ça. Et oui, parce que plus on baisse le taux admissible, plus on augmente le nombre de personnes susceptibles d'être traitées, et donc plus jackpot. Hein. Alors, donc, le cholestérol, ça n'est pas forcément un ennemi. Il faut savoir que ceux qui ont tendance à avoir un cholestérol un peu élevé, c'est-à-dire au-dessus, mettons, de 2,2 grammes, il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils mangent, parce que c'est pas la peine qu'ils en rajoutent dans leur alimentation. Mais... Alors, le gras interdit, la charcuterie interdite... Ça dépend des gras, ça dépend... Ah. Oui, Ah bon oui. Ah. Donc, je vais m'y remettre ce soir. Il faut... Bon, déjà, il faut éviter de faire la cuisine au beurre. Ça, c'est vrai, il vaut mieux faire la cuisine à l'huile d'olive, plutôt. Bon, tiens, mais là aussi, avant que l'Espagne n'entre dans le marché commun, l'huile d'olive en France, on disait, oh, c'est pas une bonne huile, il n'y a que l'huile d'arachide qui compte. L'Espagne est rentrée dans le marché commun et on s'est mis à dire que l'huile d'olive était une excellente huile. Ce qui est vrai, d'ailleurs. C'est sûrement une des meilleures. Même cuite. Même cuite, oui. Mais enfin, il a fallu attendre qu'il y ait des... Enfin, il y a eu aussi de l'huile frelatée. Alors, il y a eu de l'huile de vidange, oui, bien sûr. Rien n'est vrai et tout est vrai et tout est faux. Enfin, c'est le propre, d'ailleurs, d'une position scientifique. C'est-à-dire, ce qui est vrai aujourd'hui, si on démontre que c'est faux, ça peut devenir faux demain. Je me souviens à une époque, il y a une vingtaine d'années, on préconisait l'huile de palme. Tous les gens qui avaient du cholestérol ou qui avaient fait des accidents vasculaires, qu'ils soient cardiaques on leur donnait de l'huile de palme. 3 ou 4 ans après, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas pire comme huile pour déposer le cholestérol. Donc l'huile de palme, maintenant, elle est quasiment interdite. Bon, donc, les vérités scientifiques, elles sont vraies jusqu'à ce qu'on démontre le contraire. Hein, c'est pas... Alors, ce qu'on sait quand même, c'est que l'excès de cholestérol est vraisemblablement nuisible. À partir de 8 grammes Non, un peu plus bas quand même. Qu'il faut éviter ceux qui ont tendance à avoir du cholestérol. Il faut éviter les charcuteries, les abats, les viandes grasses, les produits laitiers entiers, les pâtisseries. Par contre, il vaut mieux privilégier les fruits, les légumes et les poissons qui sont riches en oméga 3. Les oméga 3 ont tendance à protéger. Et le gibier, vous m'avez pas répondu. Gibier, c'est... Il vaut mieux éviter, non ? Il vaut mieux éviter, et surtout, en plus, ça apporte de l'acide urique, ce qui n'est pas une très bonne chose. Pour ceux qui ont... gibier... Oui, non, mais tout est... Voilà. Alors, après, le problème, c'est qu'il faut savoir faire un compromis entre ceux qui risquent de nuire, mais ceux qui est agréable. Parce que si on veut... supprimer tout ce qui risque de nuire, on n'aura plus rien d'agréable. Mais on repart vivre dans les grottes. Et c'est un peu ce qui se passe là pour l'épidémie de Covid, qu'on a pris des mesures draconiennes face à un ennemi qui ne nécessitait peut-être pas de telles mesures, qui nécessitait certes des traitements, mais peut-être pas de telles mesures. Et d'ailleurs, puis on y revient sans arrêt. En Argentine, où ils ont confiné pendant
je ne sais combien de semaines ou de mois. Ils ont un taux de mortalité supérieur à la mortalité française. La Suède, qui n'a pas confiné, a un taux de mortalité inférieur à la mortalité française. Alors donc, il n'y a pas de vérité. On fait ce qu'on peut, comme on peut. Mais vous savez, aujourd'hui, comme nous approchons des élections présidentielles, les sortants vont dire qu'ils ont sauvé des vies. Mais bien sûr, si on est encore en vie, ça va être grâce à eux. Non, mais ça, c'est évident. C'est évident. Et puis peut-être que aussi, pour récolter quelques voix de plus, 3 semaines avant les élections, on va relâcher un peu la pression. Et couru d'avance. Voilà. Ça me fait penser à un dessin... Heureusement qu'on enregistre ces émissions pour aller sortir en temps et en heure. Oui, un dessin humoristique qui était paru il y a à peu près 1 an et demi, dans une revue médicale. C'était une femme qui demandait au médecin... Bon alors, pour combien de temps on en a encore de cette épidémie ? Et le médecin répondait, moi je ne fais pas de politique. Elle est bonne. Eh bien, nous allons faire notre première pause musicale après cette blague du docteur Jacques Lacroix. À tout de suite. CLC Média, votre web radio partout en France. Eh bien, ce soir, CLC Média, c'est aussi Libre Santé avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. Nous parlons de différents sujets et celui qui est actuel, nous allons peut-être terminer ce sujet, qui était le cholestérol. Oui, voilà, on a dit on a fait la présentation du cholestérol. Alors, il faut penser que c'est quand même quelque chose qu'il faut surveiller. Et on parle que le médecin, si vous le voyez régulièrement, on fera surveiller de temps en temps. Prise de sang ? Prise de sang, exemple. Voilà. Et la prise de sang va donner le taux de cholestérol total et le taux des 2 fractions qui constituent le cholestérol. Alors il y a le HDL et le LDL, le lourd et le léger, sachant que le HDL, une légère augmentation du HDL n'est pas préjudiciable. C'est pas, a priori, on n'a pas pu mettre en évidence que ça a entraîné des conséquences fâcheuses. Celui qui est le plus embêtant sur les conséquences, c'est le LDL. Donc, sur une prise de sang, on pourra voir ce qu'il en est exactement. Et après, en fonction des risques que vous êtes susceptible de présenter, c'est-à-dire fumeur, hypertendu ou cardiaque, on vous donnera un traitement ou pas, parce que donc à base de fibrate, de statine, comme on a dit tout à l'heure. Et sans parler de traitement, il y a des choses qui sont intéressantes à savoir, parce qu'un traitement ne s'impose pas toujours, surtout si on est limite, si on n'est pas trop élevé dans les chiffres de cholestérol, et si on n'a pas de facteur de risque associé. Alors on peut prendre le temps de tester les bienfaits d'un régime où on regardait ce qu'on mange et se dire, ça, je pourrais peut-être l'éviter, ça, il faudrait peut-être pas que j'en mange trop. Enfin bon, voilà, déjà. Alors, si vous avez un régime équilibré, il n'y a pas de raison pour le changer. Mais si vous avez un régime qui est très déséquilibré, il faut peut-être à ce moment-là l'équilibrer un peu mieux. Et puis l'activité physique. L'activité physique, qui, lorsqu'elle est pratiquée régulièrement, permet d'augmenter le HDL, cholestérol, c'est-à-dire la fraction qui n'est pas nocive. Et si ça ne suffit pas, à ce moment-là, on peut avoir recours à un traitement. Mais, je vous dis, ce n'est pas quelque chose de systématique et obligatoire. Beaucoup de domaines, on parle d'activité physique, mais moi, j'estime qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'activité physique sans s'en rendre compte. Et qu'est-ce que vous appelez activité physique ? Alors, activité physique, déjà, c'est le fait, par exemple, si on a un bureau au 2e étage, de ne pas prendre l'ascenseur, de monter l'escalier. C'est déjà une petite activité physique. Et pour le retour, on saute par la fenêtre, ça va plus vite. Pour le retour, on peut prendre l'ascenseur. Mais, donc ça, si on a la possibilité, le loisir, s'il fait beau, de pouvoir aller faire un peu de vélo ou d'aller faire un peu de marche accélérée, voilà, activité physique. Maintenant, si dans votre jardin, vous avez passé la journée à tailler des arbustes, à couper des branches, à faire, c'est une activité physique, hein, c'est pas...
Je trouve qu'on fait une fixation sur ce sujet-là, un petit peu trop, quoi. Et moi, j'en connais qui ont fait de l'activité physique toute leur vie et qui, aujourd'hui, le paient. Ah oui, mais ça, bien sûr. Alors, en plus, si on en fait trop, combien de cyclistes... Je parle de sportifs, par exemple. Oui, alors, mais il faut dire que les sportifs de haut niveau... Non, pas au haut niveau, les sportifs comme vous et moi. Oui. Que nous, on se rencontre souvent sur les stades le dimanche matin. Oui. Alors, mais c'est pour ça qu'on n'en abuse pas non plus. Parce que si on en abuse, on va avoir une hypertrophie. Enfin, au fond du stade, il y a bien sûr le petit ruisseau qui passe et on est avec la canne à pêche. Oui, voilà. Non, mais une activité sportive modérée, quelque chose qui permet d'oxygéner quand même le corps, qui permet de faire marcher les muscles, pardon, je coupe, mais en pleine campagne, je suis d'accord. Mais quand je vois ces gens qui courent dans les villes et qui respirent, franchement, ces pots d'échappement des voitures, je dis, mais ils sont fous, quoi. Ils courent au suicide. Oui. Et combien il y en a comme ça, même des villes de petite importance, hein. Mais il faut être fou. Pour moi, il faut être fou. C'est une sorte de snobisme aussi. Oui, mode. Il vaut mieux qu'ils s'achètent un vélo d'appartement. Peut-être, oui. Et qu'ils fassent du truc. Ou alors qu'ils mettent un vélo dans le coffre de la voiture et qu'ils aillent faire quelques kilomètres en campagne. Alors, ce qu'il faut faire attention aussi, les gens qui ne font aucune activité physique, il ne faut pas y aller franco dès le début des vacances. Hein. C'est comme ça qu'ils se retrouvent avec des infarctus, avec des accidents importants. Il faut y aller modérément au début, et ensuite on augmente ou on n'augmente pas. Donc quand on dit activité physique, c'est tout ce qui n'est pas rester vautré devant la télé, et voilà. Mais on peut faire de l'activité physique chez soi en faisant des activités... Mille et une choses. Oui, bien évidemment. C'est qu'ils vont chercher le bois au fond du jardin. Voilà, par exemple. L'activité physique, par exemple. Mais même dans des petites, des communes rurales, là aussi, hein, moi je pense, je crois bien qu'on fait une fixation, ça n'engage que moi, sur ce problème d'activité physique. Voilà, c'est le remède actuel, c'est la mode. Bon, vous faites du sport, mais oui, alors qu'est-ce que vous faites? Bon, alors je dis pas, il y en a qui restent, vous venez de le dire, hein, sûrement ça existe, qui restent vautrés devant leur télé du matin jusqu'au soir, ou derrière l'ordinateur, on lève à peine le petit doigt. Je suis d'accord là-dessus. Mais quand même, je sais pas, c'est... Oui, puis après, c'est aussi, il y a aussi un phénomène de mode, il y a un phénomène commercial derrière aussi. Complètement. Vous ne verrez pas courir dans la rue ou en campagne des gens simplement avec un t-shirt et un short. Ils ont l'équipement qu'il faut, ils ont le cardio machin, ils ont... Bon. Qu'est-ce que vous pensez de ces bâtonnets, là? Vous savez, Gérard nous dit que c'est très très bien. Moi, ça me fait rire. Quand je les vois, ça me fait rire. Mais bon. Oui, mais pour ceux qui l'utilisent, il semble que ça soit pas mal. Ouais. Ça leur permet de moins fatiguer les jambes, d'être... Moi, je ne sais pas, je n'ai pas utilisé, mais... Ça fatigue moins les jambes, mais ça fatigue beaucoup plus les bras. Oui, enfin... Mais là aussi, alors, c'est du business, tout ça, franchement. Alors, c'est arrivé d'un seul coup, ça. Ah oui, voilà. Bien sûr. Oui. Je les vois marcher dans l'eau, mais ça existe depuis des lustres. Des lustres, ça y est, c'est la mode. On marche dans l'eau, maintenant. C'est très bien, du reste. Hein. Oui, c'est bien. Voilà, quand je peux, je le fais. Mais ça existe depuis des lustres, ça, hein, c'est pas quelque chose de nouveau, quoi. Non, c'est ça, voilà, il faut pas... C'est quelque chose qu'on peut faire très facilement, et sans pour cela passer chez Decathlon, s'acheter tout l'attirail, et ensuite, souvent, ne pas s'en servir, ou s'en servir très peu, quoi. Alors, voilà, là, j'y crois. Par contre, alors, le vélo... ça, c'est autre chose. Le vélo, c'est un très bon sport. Vélo moteur, c'est excellent. Pour muscler le cœur et pour s'oxygéner. Mais il faut être prudent. Il faut être prudent parce qu'on dépasse facilement ses limites à vélo. Alors que en courant, on va vite être essoufflé avant de dépasser ses limites. Tandis qu'à vélo, on peut facilement dépasser ses limites. Donc, sans trop s'en rendre compte, peut-être. Sans trop s'en rendre compte, c'est ça. Donc il faut faire attention, mais c'est un excellent sport, le vélo, d'entretien ou de balade ou d'oxygénation, c'est très bien.
très bien. J'y crois beaucoup, même le vélo électrique. Oui, parce que dans la mesure où il faut pédaler. Hein. Pédaler. Bon, oui. c'est vrai que c'est très souple. Il n'y a pas besoin d'un gros effort, mais il faut quand même pédaler. Voilà. Non, mais c'est des choses intéressantes, oui. Bon. La natation, ça peut être bien aussi, mais enfin, pour faire vraiment du sport en faisant de la natation, il faut en faire. Il faut être un bon nageur. Et à condition d'avoir des équipements proches de son domicile, quoi. Hein. Oui, c'est ça, absolument. Non, le plus facile, je pense, c'est le vélo. La trottinette, non? Pas trop, non, quand même. Pas trop. Pas trop? Et pourtant... moi, j'en ai une, il faut pédaler 3 fois pour la faire démarrer, quand même. Donc 3 fois. Ah oui. Ah, toujours la même jambe, oui, c'est vrai. Et vous remarquerez qu'elle est beaucoup plus musclée. Oui, à gauche, je chausse du 48 et à droite, du 41. Et oui, voilà. Bon. Alors, on abandonne le cholestérol. Oui, on abandonne. Bon. On a compris, on va faire attention à tout. Et à partir de ce soir. De... Un peu de gras quand même. Hein. Comme on parlait de sport pour perdre des calories, pour oxygéner, alors comment faire pour perdre les calories qu'on va avoir accumulées au cours de bons repas? Et vous venez de le dire, docteur, c'est marcher. C'est marcher, mais marcher un peu vite quand même. Ah. C'est faire du vélo, oui, ça c'est vrai. Mais il faut savoir que lorsque on fait quelques repas, qu'on prend 1 à 2 kilos, eh ben, il faut... les études montrent que pour un adulte qui pèse 85 kilos, il faut environ 12 heures de marche, 12 heures, à un rythme soutenu, c'est-à-dire 6 km à l'heure. On travaille 2 jours par semaine. Pour brûler les calories d'un repas. 12 heures de marche? Oui. Pour brûler toutes les calories d'un repas bien là, d'un seul coup, les voitures s'arrêtent, les gens sortent de chez eux et regardez, ils marchent tous. Voilà. Donc, c'est l'équivalent d'une marche de 80 km. Mais vous avez parlé de 12 km. Ah non. Ou 12 heures. Ah oui, 12 heures, oui, pardon. Autant pour... Ou alors, on peut faire du jogging, mais pendant 5 à 6 heures. Alors, c'est pas la peine d'en faire autant si on en fait régulièrement pour s'entretenir, bien évidemment. Mais je veux dire, si on veut éliminer toutes les calories qu'on a absorbées au cours d'un bon repas, c'est-à-dire, mettons, 4 à 5 000 calories, ben, il faut ça. Donc, ça peut se fractionner aussi. Alors, ce qu'il faut faire, c'est limiter les apports, évidemment. Mais... je pense que c'est une bonne solution. Enfin, moi, je l'ai testé, moi, je trouve que c'est bien. Pardon ? Limiter les apports, voilà, manger un petit peu moins, réduire les portions, on s'y retrouve. Il faut réduire les portions, il faut éviter d'en reprendre... manger 200 grammes de foie gras, 800 grammes. Non, pardon, c'était l'inverse. Voilà. Parce qu'on va réadapter son corps à moins manger. À moins manger. Et le système digestif, s'il est trop stimulé, il va engendrer une fatigue aussi. Et puis, l'alcool, le sucre engendrent aussi ce genre de problème. Donc, il faut faire attention aux portions, qu'elles ne soient pas trop grandes. Il faut éviter d'en reprendre 15 fois. Alors, si on fait ça 3 fois par an, évidemment, il n'y a pas de problème. Mais sinon, d'une manière générale. Et si ensuite on veut faire du sport pour s'entretenir les muscles, pour entretenir son cœur, pour s'oxygéner son cerveau, c'est très bien, il faut en faire régulièrement, c'est pas la peine d'en faire énormément. Mais il y en a qui ont besoin de ça, je les comprends. Il y en a qui disent, sans ça, moi, je suis pas bien, quoi. Et je le comprends. Voilà. Mais il faut savoir... que c'est pas après 2 heures de sport, même un peu intensif, qu'on va éliminer toutes les calories qu'on aura pris au cours d'un bon repas. On est encore loin, la balance est encore très en faveur. Vous avez aussi l'autre solution, c'est 2 fois le Covid et vous perdez 9 kilos. Oui, c'est une solution. C'est une solution. Non, mais c'est efficace. Oui.
Il y a un bon cancer aussi, ça fait perdre. Alors là, vous broyez du noir. Mais bon, c'est plus pareil. Enfin, quand je dis du noir, parce que ça pourrait être mal interprété, c'est le noir, on coupe la lumière. Hein. Voilà. Ah oui, parce que là, il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Ouh là 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 là. Bien sûr, bien sûr. Bon, enfin voilà pour ce qui est de l'alimentation, du cholestérol, de l'exercice physique. Eh bien, nous allons nous alimenter avec un peu de musique, si vous êtes d'accord. Vous écoutez CLC Média, partout en France. Et nous allons arriver dans notre dernier quart d'heure avec le docteur Jacques-Michel Lacroix pour cette émission Libre Santé. Maintenant, nous allons parler d'homéopathie. Des remèdes qui autrefois étaient remboursés par la Sécu et qui aujourd'hui ne le sont plus. Voilà, ils ont coupé les vivres. Oui, parce que c'est à la suite de nombreuses polémiques qu'il y a eu autour de l'homéopathie, qui étaient sans doute orchestrées par des lobbies. Je sais pas lesquels, peu importe. Mais c'est un sujet qui revient régulièrement sur le tapis. L'homéopathie est-elle efficace? Doit-on rembourser des remèdes qui ne sont pas efficaces? Enfin bon, etc. Alors, on va dire ce que c'est que l'homéopathie d'abord, parce qu'il y a beaucoup de fausses idées là-dessus. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Déjà, il faudrait dire que si c'était vraiment pas efficace, je ne vois pas pourquoi, il y a quand même beaucoup de médecins qui s'y sont intéressés, qui en prescrivent. Dont vous? Oui, dont moi, oui, c'est sûr, oui. Et s'il n'avait pas de résultats suffisants, il l'aurait abandonné depuis longtemps. Alors d'abord, il y a plusieurs choses qu'il faut dire. L'homéopathie, ça ne traite pas tout. Ça peut... il y a des pathologies qui sont sensibles à l'homéopathie, pas d'autres. Il y a des sujets qui sont sensibles à l'homéopathie, d'autres chez qui ça ne fait pas grand-chose. Donc c'est une thérapeutique qui est un peu aléatoire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher, contrairement aux remèdes allopathiques qui, eux, sont fonction de la dose qu'on donne. C'est-à-dire que si avec 500 mg d'aspirine, vous avez toujours mal à la tête, ben vous en prenez 1000 mg. Et ça devrait marcher. En homéopathie, si vous prenez 5 granules, que ça ne marche pas, si vous en prenez 10, le résultat sera pareil, ça ne marchera toujours pas. Ou bien ça marchera, bien sûr, mais... Parce que, alors, l'homéopathie, dans l'esprit des gens, c'est le fait de donner très peu de substances. Et c'est uniquement ça. C'est pas du tout ça. C'est vrai qu'on donne peu de substances, mais c'est surtout une substance qui est préparée d'une certaine manière, ce qui fait que ça apporte une certaine manière qui permet de diminuer justement énormément la quantité de substances à donner aux malades. Alors ces substances, elles peuvent être d'origine minérale, d'origine animale, d'origine végétale, et elles sont... le principe, c'est que une intoxication par un produit, par exemple, prenons un remède que tout le monde connaît, l'arnica. Si une intoxication par l'arnica, ça va vous donner des bleus sur la peau, des ecchymoses, si vous vous intoxiquez avec. Bon. Et on va l'utiliser en homéopathie pour traiter justement les bleus, les ecchymoses, les hématomes. Et ça, c'est un... Très efficace. Oui, c'est un remède de démonstration. Ça qui marche chez à peu près tout le monde. Il n'y a pas de... Chez les bébés, on va dire, oui, non, c'est un effet placebo. Non. C'est pas un effet... Il y a toujours un effet placebo dans un médicament. Mais enfin, avec l'homéopathie, avec arnica, pardon, cet effet placebo, on peut dire qu'il est réduit à très peu de choses. Parce qu'on en donne à un gamin de 3 mois ou de 6 mois qui vient de se coincer le doigt quelque part, ça va vite le calmer, puis on va s'apercevoir qu'il n'aura pas, que l'hématome va bien diminuer, ou quand il tombe, il se fait une grosse bosse sur le front, 3 heures après, si on lui donne de l'arnica, il n'a plus qu'une marque, il n'a plus la bosse. Et non, c'est un remède qui marche très très bien. Alors, on pourrait en même temps préciser qu'on peut trouver ça en pharmacie. Oui. Ce sont des granules. Des granules, oui. On demande arnica. On demande arnica en granules, et on va vous demander quelle dilution
pour l'arnica, ça n'a aucune importance. Toutes les dilutions marchent. D'accord. De 5 CH à 15 CH, ça marche. Et combien on en prend à chaque fois? Alors, à la limite, une granule suffit. Ah, d'accord. Mais parce que le produit est absorbé par la langue. Mais pour être sûr qu'il soit bien absorbé, parce qu'on a toujours des dépôts sur la langue, moi je préfère en donner 5. On met ça sous la langue et comme ça on se dit que le produit va être absorbé. Si on n'en donne qu'un, ça se trouve, il ne sera pas bien absorbé. Alors, qu'est-ce que l'homéopathie? Donc on a vu que on utilise des produits dont l'intoxication donne certains signes pathologiques, et on l'utilise de manière diluée pour traiter ces signes pathologiques. Mais de manière diluée et préparée, c'est ce que les homéopathes appellent la dynamisation, d'une manière particulière qui consiste en une succution importante, enfin peu importe, parce qu'on pense maintenant que le produit qui est utilisé, à l'arnica par exemple, ça n'est pas lui qui agit directement, mais par son mode de préparation, c'est la modification des moléculaires du substrat dans lequel il est, alors généralement c'est de l'eau, c'est cette modification moléculaire qui va entraîner chez la personne qui prend le remède une réponse orientée vers un certain type de pathologie. C'est comme si dans un ordinateur, on mettait un petit programme destiné à réparer tel ou tel bug informatique. Voilà comment agit l'homéopathie. Parce que si vous vous amusez simplement à diluer les substances sans les préparer comme il faut, le résultat sera nul. Alors, il faut savoir aussi que comme sont des produits qui agissent de manière tout à fait différente que l'allopathie, on a essayé pour prouver que ça marchait, on a essayé de lui appliquer des protocoles d'essai qui sont les protocoles des remèdes allopathiques, et évidemment, ça ne peut pas marcher puisque ce ne sont pas les mêmes protocoles, ce ne sont pas les mêmes modes d'action. Donc, heureusement, il y a quand même quelques grands noms de la médecine qui se sont penchés dessus et qui ont reconnu que ça marchait, mais ça reste, pour certains, ça reste du charlatanisme, ça reste de l'effet placebo. Bon, avant de dire ça, moi, les gens qui auraient tendance à dire ça, ou les médecins, j'ai dit commencer par étudier l'homéopathie, vous en aurez au moins pour 2 ans, ensuite essayez pendant 1 an ou 2, et ensuite revenez et on en discutera. Mais dire comme ça, non, ça ne marche pas, alors qu'on n'y connaît rien, qu'on ne l'a pas essayé, ou que si on l'essaie, mais de manière tout à fait stupide, c'est-à-dire sans savoir vraiment ce qu'on donne et comment ça peut agir. Et les gens qui disent ça, si on me dit ça, à moi qui m'en sers quand même souvent de l'homéopathie, je ne me sers pas que de ça bien évidemment, mais je m'en sers souvent, ça revient à dire que je suis un con et que je ne sais pas ce que je donne et que je donne du pipi de chat. Bon, alors, il faut être logique. Le seul problème, c'est que les détracteurs ont eu presque gain de cause. Que pardon ? Les détracteurs ont eu presque gain de cause. Ils ont eu gain de cause dans ce sens qu'ils ont réussi à faire non rembourser les remèdes homéopathiques. Oui, c'est vrai. Mais personne ne s'est soulevé contre ça. Si, mais pas assez. Pas assez. Ils ont dit que c'était de l'effet placebo. Bon, bien sûr, mais l'effet placebo existe. De toute façon, il est lié à la personnalité du médecin, déjà. Mais il existe avec tous les remèdes, que ce soit des remèdes allopathiques ou homéopathiques. Alors, c'est peut-être plus accentué avec l'homéopathie, oui, parce que l'écoute du médecin est différente, la demande est particulière, mais c'est faire preuve d'une stupide ignorance que penser que parce qu'on ne peut pas expliquer le phénomène, il puisse s'agir d'un simple effet placebo. On peut pas l'expliquer, mais quand dans 20 ans, dans 10 ans ou dans 50 ans, quand on aura des méthodes d'approche en immunologie différentes de celles qu'on a actuellement, on pourra sans doute l'expliquer. Pour l'instant, on ne peut pas. Mais si on avait dû attendre de pouvoir expliquer comment marchait l'aspirine, on s'en serait jamais servi.
Donc, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la preuve. On a tel symptôme, on donne tel remède, ça marche ou ça ne marche pas, mais encore faut-il accepter de voir les symptômes sous l'angle de la thérapeutique homéopathique et non pas comme on la voit pour une thérapeutique allopathique. Donc c'est une très bonne thérapeutique qui peut être utilisée soit seule, soit en association avec l'allopathie. Il faut savoir que ça ne peut pas tout soigner, qu'il ne faut pas penser qu'on peut... Et puis qu'il n'y a pas de recette. C'est-à-dire, oh, je ne dors pas bien, qu'est-ce que je peux prendre en homéopathie pour mieux dormir? Ça n'existe pas. Par contre, vous ne dormez pas bien, bon, voyons, alors comment se passe votre journée, comment ça s'est fait, etc., etc. Et là, on va définir un type de modalité relationnelle de l'individu pour essayer de l'orienter, de voir à quel moment ça déraille un peu pour le remettre sur les rails. Mais il n'y a pas de somnifère, par exemple, en homéopathie. Il n'y a pas de... Donc c'est une approche tout à fait différente, mais très intéressante. D'ailleurs, les pharmaciens connaissent assez bien souvent l'homéopathie et peuvent conseiller les gens. Merci pour ces explications. Non, juste un mot pour assurer. Il y a deux remèdes intéressants actuellement en homéopathie pour lutter contre les épidémies et contre les virus épidémiques, qu'ils soient de la grippe et peut-être contre le coronavirus aussi. Je ne dis pas que c'est la solution miracle, mais pour aider l'organisme à lutter contre. Un pour la grippe, ça s'appelle Influenzinum, et l'autre, c'est sérum de Yersin, qu'on peut demander aux pharmaciens. Ça stimule bien les défenses immunitaires. Bien. Docteur Jacques-Michel Lacroix, je vous le demande pas souvent, mais je connais votre humilité, et donc j'aimerais que vous nous rappeliez, vous avez écrit 4 bouquins, oui. Voilà, donc c'est une petite épreuve de mémoire. Oui. Donc rappelez-nous les 4 bouquins que vous avez écrits. Le premier s'appelait « Quelques vérités sur la médecine française ». C'est déjà un peu vieux, ça a 12 ou 13 ans. Ensuite, c'était... J'en connais qui vont être punis pour la fin de la semaine. Malade, ce qui vous attend. Malade, ce qui vous attend. Ensuite, c'était... Et voilà, je me souviens plus des 2 derniers, alors que je devrais m'en souvenir. La mémoire me fait défaut. La mémoire me fait défaut. C'est un futur. Il faudrait que j'écrive. Alors le 3e, non, vous en souvenez pas? Non. Et le 4e, alors? Le dernier. C'était presque le même titre, alors c'est pour ça. Le 3e, c'est la médecine interpellée, et le 4e, la médecine formatée. Non, souvient. Voilà, mais sinon, on va sur... Alors, on les trouve où? À peu près partout, en tout cas en ligne chez les grands trucs comme chez Mola à Bordeaux, ou à la Fnac, ou évidemment sur Amazon. Ouais. Bon, donc bouquin du docteur Jacques-Michel Lacroix. Voilà, il faut mettre mon prénom en entier parce que sinon ça passe pas. Sinon, il y a d'autres Lacroix. Donc. Bon, voilà. Mais oui, il y a des bons châteaux. Oui. Voilà. Ici, Château Lacroix, ici, dans le secteur, ça existe. Mais on n'est pas parents. Ah oui, bon, enfin, je vous en ai fait goûter. Oui. Allez. Dans 15 jours, la semaine prochaine, c'est la rediffusion de cette émission. Et je vous retrouve maintenant. Alors, bonne soirée, bien évidemment, hein, docteur Jacques Lacroix. Bonne soirée. Merci à bientôt. À Jean-Yves et Gérard d'avoir assuré les moyens vidéo et techniques. Et dans quelques minutes, 58 minutes, avec un invité. Non, c'est bon, on laisse. Qui est déjà là. Donc voilà, on se retrouve dans quelques minutes. Jacques-Michel Lacroix.